dans le même sens sur la gauche dont on n'a pas besoin, pour le dire comme ça, enfin, pas dont on n'a pas besoin, mais ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que, enfin, déjà évidemment, enfin, moi j'aimerais repartir du truc qu'un peu tout le monde dit, mais que de voir qu'évidemment, enfin, comme ça a été rappelé par Omar et tout, c'est qu'évidemment les attaques réactionnaires, sécuritaires, islamophobes qu'on est en train de vivre, au contraire d'un signe de force du gouvernement, elles doivent être comprises comme un symptôme d'une faiblesse importante dans la séquence ouverte. Que face à une perte de légitimité de sa part et de capacité à obtenir le consentement pour faire avaler la pilule de la crise et sa gestion désastreuse, le gouvernement et plus largement la bourgeoisie a besoin d'utiliser la force et de déployer tout un arsenal idéologique raciste toujours plus nauséabond pour chercher à légitimer la répression, diviser les exploités, les opprimés, etc. Et en ce sens, et ça, je pense que c'est une première porte d'entrée évidemment pour critiquer en fait ce que critiquaient avant moi Omar et Mathieu, c'est qu'évidemment il faut comprendre ces offensives réactionnaires, islamophobes, sécuritaires et les offensives antisociales passées et futures comme le revers d'une seule et même pièce, nous faire payer la crise. L'un n'est pas dissociable de l'autre. Et de ce point de vue-là, la première critique sur la gauche qu'on ne veut pas construire, c'est qu'il serait totalement erroné de découper artificiellement ces deux questions, comme le font certaines organisations et intellectuels de gauche. Et je pense évidemment notamment à l'article de Noiriel et Stéphane Beau dans le Monde Diplo qui a fait couler pas mal d'encre ces dernières semaines, qui est sorti il y a quelque chose comme un mois. Et dans cet article, Noiriel et Stéphane Beau, deux intellectuels de gauche reconnus, tendaient à expliquer que le problème ne serait plus le racisme, mais sa dénonciation qui contribuerait à la racialisation des rapports sociaux et détournerait la gauche de sa mission historique de représentation des classes populaires. Et évidemment, à l'inverse de cette logique-là, l'unité, c'est tellement évident, mais l'unité, elle ne peut pas se construire en mettant sous le tapis les luttes spécifiques. Et pourtant, c'est une conception qui, au-delà de ces deux intellectuels de gauche reconnus, est très présente dans la gauche syndicale, politique, dans la gauche institutionnelle et même y compris dans une partie de l'extrême gauche, comme le disait à juste titre Omar, qui, bon, non seulement évidemment en 2005 n'était pas au rendez-vous et à une attitude traître vis-à-vis des mobilisations de jeunes dans les quartiers populaires contre les violences policières, mais y compris très dernièrement a appelé de manière très très minoritaire, par exemple, aux mobilisations qui ont fait suite à la mort de George Floyd entre les mains de la police aux États-Unis derrière le comité Adama en France, où on ne voyait pas beaucoup de drapeaux, notamment syndicaux ou même de la gauche institutionnelle, etc. Mais y compris sur la loi séparatisme, c'est d'autant plus flagrant, comme le disait Omar, où voilà, y compris les parlementaires de gauche ont soit voté pour de nombreux articles, soit se sont abstenus. Et évidemment, la question, ça n'est pas quelle question prime, est-ce que c'est la question de la race, la question de la classe, etc. Mais précisément comment, pour se défendre et pour préparer l'offensive, il va falloir construire des alliances, des ponts, lutter pour l'unité de tous les exploités et de tous les opprimés, en commençant par la défense ferme et résolue de toutes les revendications progressistes des secteurs opprimés, a fortiori évidemment, puisque c'est au cœur du débat national, et comme le disait Omar, c'est les partis, enfin c'est le gouvernement lui-même qui l'a imposé comme le débat central, par exemple, de la présidentielle, à commencer par prendre, enfin voilà, s'emparer de revendications, notamment des personnes musulmanes qui, gouvernement après gouvernement, prennent coup sur coup des attaques racistes, odieuses, etc. Et ça, l'unité, déjà commencer par se battre pour l'unité des revendications, et ça commence avec la loi séparatisme et même l'importance d'un appel le plus large possible à la mobilisation du 21 mars que rappelait Omar, ça va être la condition pour, faire ces ponts et ces alliances, faute de quoi, évidemment, elles ne vont pas pouvoir se réaliser. Et pour pouvoir prétendre à ces alliances, évidemment, le minimum, c'est par exemple de rejeter en bloc les lois racistes comme la loi séparatisme, ce qui n'a pas été le cas, comme je disais précédemment, au Parlement. Et y compris, il va falloir
rompre définitivement avec la stratégie conciliatrice face aux pressions réactionnaires de la droite et du gouvernement, qui s'expriment très souvent évidemment dans la gauche, et notamment en fait on avait vu une ribambelle de déclarations assez dégueulasses après le meurtre ignoble de Samuel Paty, qui avait été instrumentalisé par le gouvernement, la droite, etc. Et évidemment, pour vaincre Macron, pour discuter plus en positif, évidemment, à mon avis, il va falloir, comme je disais, être capable de constituer des alliances ouvrières et populaires les plus larges possibles. Et si on fait un peu un retour dans le temps, on voit qu'il y a matière, puisqu'en quelques années, on a connu une mobilisation très importante, par exemple, contre la loi travail en 2016, qui impliquait toute une série de secteurs ouvriers, du privé, des transports, les ports et docks, etc. 2 ans plus tard, on a connu la mobilisation historique qui a ébranlé la Macronie, celle des Gilets jaunes, évidemment, la France périurbaine, etc. 2 ans plus tard, on a connu une lutte de par sa durée, son intensité, elle aussi historique, contre la réforme des retraites à partir de décembre 2019. Et évidemment, en juin, on a connu les marches antiracistes les plus importantes depuis les années 80. Dont je parlais précédemment. Donc il y a eu, on voit qu'à un intervalle de temps très réduit, on a eu une entrée en scène de fractions très importantes des exploités et des opprimés, une entrée en lutte, mais rien de chacune de ces mobilisations n'a suffi pour faire reculer le gouvernement et aller au-delà. Pourquoi, évidemment, et là, c'est là que on voit la gravité de la situation, évidemment, c'est que la gauche syndicale et politique, elle a été incapable de travailler à unir ses revendications et surtout même, en fait, elle a même travaillé souvent à les diviser, comme on disait précédemment, et ni à unir ses revendications, ni à construire un plan de combat pour pouvoir vaincre Macron et derrière lui l'État capitaliste et raciste. Et le problème, évidemment, il dépasse de très loin les questions électorales en vue de 2022, non seulement parce qu'en fait, tu vas pas dire aux gens qui crèvent la bouche ouverte, qui subissent, avec la crise économique, qui subissent le harcèlement policier, etc., qu'il va falloir attendre les prochaines présidentielles, etc., pour que peut-être leur situation matérielle objective change, mais aussi parce que, y compris, on a vu ces 5 dernières années, on a vécu plusieurs expériences de gouvernements dits progressistes qui, une fois portés au pouvoir, parfois par la rue, ont fini par administrer l'austérité, réprimer réprimer les mobilisations et exercer une répression raciste, comme c'était le cas avec le gouvernement Syriza en Grèce après 2015, et comme c'est le cas aujourd'hui, par exemple, en Espagne, pays qui est gouverné par une coalition du Parti socialiste espagnol et de Podemos.